Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur notre page Facebook dans la chronique On en parle de Nîmes, mais également sur notre télé qui s'appelle tout simplement On en parle de Nîmes sur YouTube. Nous sommes ce matin dans cette belle galerie de l'atelier Karine qui se situe 13 rue des Marchands à Nîmes. Karine est une artiste, une créatrice. N'hésitez pas à venir visiter son magasin, y faire un tour, cela en vaut le détour. Nous recevons ce matin, dans le cadre de cette émission, Vincent Bouget, secrétaire départemental du Parti communiste français, Front de gauche, membre du Conseil national du Parti communiste français. Le nouveau Conseil départemental a renouvelé d'un tiers et a élu à 73 voix et un nul Vincent Bouget. Ainsi, il est reconduit secrétaire départemental pour 3 années à venir. Je ne me trompe pas. C'est ça. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Tout va bien? Tout va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de l'invitation et de ce beau cadre pour discuter. De ce beau cadre pour discuter. Alors nous traiterons, alors dans la vie civile, Vincent est professeur d'histoire géo à Philippe Lamour. Il est père de 2 filles. Le revoilà nîmois depuis 2009 après avoir passé 10 ans à Paris pour terminer ses études et débuter dans la vie active. Il entame ses premiers pas en politique en 2011. Pour les cantonales, encore novice en politique, il réalise quand même un joli score de plus de 11%. C'est ça. Pour ma part, je considère Vincent Bouget comme un rénovateur, cela n'engage que moi, et que j'apprécie particulièrement. Nous accompagne ce matin, dans le cadre toujours de cette émission, Benjamin Baron, bien sûr, à la vision, Philippe Roata, le grognard. Le grognard, ils sont 2 à être grognard ici à Nîmes, et qui mérite ce qualificatif. C'est toi et le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Il y a le pire. Pierre Carpentier, le commercial de l'équipe, l'homme au réseau multiple. Mais il ne nous dit pas tout. Ah, il ne faut pas tout dire, il faut savoir le diluer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. André Bonora, ancien fonctionnaire, droit dans ses bottes, même derrière ses platines. Merci d'avoir. Donc en fin d'émission, il y aura les questions qui dérangent. Vincent. Les questions ne dérangent jamais, c'est la réponse qui peut être dérangeante. Alors, d'accord. Donc nous aborderons 2 questions qui dérangent. Elles sont gentilles quand même. Nous aborderons la situation nationale et régionale des Gilets jaunes et est-ce que la France vit une insurrection. Qu'en penses-tu, Vincent? Il y a visiblement un mouvement social assez inédit dans sa forme. Mais en même temps, quand on étudie l'histoire longue du pays, on a des éléments qui peuvent venir en comparaison. Mais je crois que, en fait, il y a un mouvement social qui explose un petit peu de partout depuis bien des années, et que le mouvement des Gilets jaunes est aussi se situe dans un mouvement de protestation sociale forte depuis quelques années, qui a éclaté à l'hôpital, qui a éclaté dans les EHPAD, chez les étudiants. Et donc voilà, moi je prends les Gilets jaunes dans un ensemble, et qu'on soit en Gilets jaunes en robe noire avec les avocats en blouse blanche, il y a des messages qui convergent, et donc c'est ça qu'il faut écouter. Penses-tu que ça puisse continuer? Je pense que si le gouvernement ne prend pas de gestes forts, enfin, ne décide pas des choses, ça peut continuer, ça peut se radicaliser. Donc oui, je pense que ça peut le faire. Donc là, on enregistre mardi, on verra jeudi pour la diffusion s'il y a des choses qui se sont passées entre-temps. Mais effectivement, si le gouvernement ne réagit pas très vite sur des mesures à prendre, ça va continuer. Je crois que, oui. Je voudrais rajouter une chose par rapport à ce que tu disais en disant que la France a connu des événements sociaux tels qu'on peut vivre en ce moment. Je crois qu'il y a quand même une grosse différence aujourd'hui, c'est que à l'époque, si tu veux en parler de 68 ou ces choses-là, c'est qu'aujourd'hui, on avait parlé déjà à la dernière émission, que c'est un peu aussi une petite pique que je pose, c'est qu'aujourd'hui les partis politiques comme les syndicats sont complètement débordés et en fait la contestation vient de la base, vient du peuple, tout en mettant de côté ces organismes-là qui sont normalement là pour représenter tant les citoyens que les salariés, en l'occurrence des syndicats. Et or, on constate aujourd'hui, contrairement à mai 68, qu'il y a un vide sidéral de la part des partis politiques qui commencent un petit peu à y raccrocher, et encore pire, des syndicats qui essayent aussi de se dire, il y a quelque chose à prendre. On va laisser répondre Vincent, s'il te plaît.
Ouais, là-dessus, c'est sûr, c'est parti un peu comme Macron, mais à l'inverse, sur les réseaux sociaux, sur l'idée qu'il n'y a plus de corps intermédiaire. Donc on a une réponse un peu à ce qui s'est passé avec En Marche, moi je trouve, sur la forme. La question, c'est que depuis des années, les mobilisations sociales qui existent et qui ont mis des millions de personnes dans les rues quand même, sur les retraites, sur la loi travail, etc., les pouvoirs successifs les ont complètement méprisés et négligés, et sans rien lâcher. Et donc au bout d'un moment, la colère populaire, elle s'exprime d'une autre façon parce qu'elle a l'impression qu'elle ne trouve pas de débouché à ses revendications, en tout cas de corps intermédiaires ou de choses structurées qui pourraient les porter. Mais bon, après sur le fond, ce que porte aujourd'hui sur la question sociale des Gilets jaunes, ça rejoint beaucoup ce que nous disons nous depuis des années. Il ne s'agit pas de volonté de récupérer, il s'agit de porter ensemble ce même message de justice sociale. Je vais poser la question à Philippe parce que lui il était contre les Gilets jaunes. Il m'avait même dit que cela ne durerait pas. Alors qu'est-ce que tu en penses toi, concrètement maintenant? Pas contre les Gilets jaunes, mais j'aime beaucoup Brassens. Moi, Bonaparte, c'est ma loi, c'est ma règle et j'y tiens. Moi, je suis inquiet de ce qui est en train de se passer. Je suis inquiet parce qu'il y a un processus. Soi-disant le peuple, mais le peuple, moi je fais partie du peuple, désolé, autant qu'un gilet jaune. Le peuple qui se bat sans les organisations syndicales, sans les organisations politiques, tout ça, on voit les revendications qui fleurissent. Supprimer le Sénat, démission de Macron, mais où on va? Et même Jean-Luc Mélenchon, pour lequel j'ai voté, qui est pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va à des législatives? Et qui va sortir des législatives? Qui va sortir des législatives? Quel parti va sortir des législatives pour diriger la France, ou tout au moins pour diriger le gouvernement? Est-ce qu'il y aura une cohabitation? Et si on enlève Macron, on va vers quoi? On va vers des élections où Marine Le Pen va faire 30%, parce qu'elle, on la voit. Sur les réseaux, en ce moment, il y a Marine Le Pen, il y a son conjoint, il y a Dupont-Aignan. Eux, ils sont là. Hein. Eux, ils sont là. Alors, moi, je trouve que c'est très inquiétant. Et puis, quand on voit le nombre de gilets jaunes qu'il y a, moi, je l'avais dit à la dernière émission, il y avait 7000 manifestants à Paris. Et la CGT en a fait 15 000 dimanche dernier. Non, tout le monde ne manifeste pas. Mais d'accord. Bon nombre de personnes sont favorables. Mais favorables, d'accord, mais favorables jusqu'où? Ça veut dire favorable jusqu'où? Parce que tu comprends la situation. Là, ce matin, il va lâcher un peu Macron. Là, enfin, ça devait être un bien obligé là. Hein. Bon, il va lâcher sur le gasoil au 1er janvier. Mais moratoire. je veux dire, moratoire. Mais ça suffira pas de toute manière. Alors s'il y a de la surenchère, mais on va où là quand même? Il faut quand même reconnaître une chose. C'est que le peuple en a ras le bol. Mais c'est qui le peuple? C'est moi. Eh ben toi, t'es le peuple. On est cinq là. Mais non, mais attends, tu me dis qui? Le peuple défavorisé qui gagne 900 € par mois et qui n'arrive pas à obtenir tout ce qu'il veut. Mais quand on dit les fins de mois, quand on dit ils pourront pas acheter des jouets à Noël, comme j'ai entendu Ardisson dimanche, mais faut pas déconner quand même. Ils pourront pas empêcher de jouer à Noël, c'était pareil l'année dernière, c'était pareil il y a 2 ans. C'est pas parce qu'il y a 10 points sur le foot. Attendez. Arrêtez de déconner. On va laisser la parole à Dédé. Alors, ce qui a changé depuis ce week-end, sur les Gilets jaunes, c'est qu'au départ c'était un mouvement assez global et solidaire, et depuis ce week-end, il y a une guerre de leaders. Bah oui, ça c'est très important. On les menace de mort, ceux qui voulaient la modérer. Jacqueline Moreau, là, qui n'ose plus rien faire maintenant, parce c'est elle qui a lancé le mouvement. Elle est menacée de mort, et chacun veut la légitimité du commandement, et parce que, bien qu'on ait les mêmes revendications, certains maintenant se revendiquent soit de droite, soit de gauche, soit d'extrême droite, soit d'extrême gauche. C'est-à-dire que maintenant, les opinions politiques ressortent des Gilets jaunes. Attention, tout ne se passe pas à Paris. Oui. Sache que je suis allé faire. Attends. Sache que je suis allé faire des reportages. Et ce discours-là, je ne l'ai pas entendu. Oui, mais au début. Mais maintenant, même sur les ronds-points, il y a des gardes de chef. Qu'est-ce que ça me passe? Même sur les ronds-points, c'est moi qui décide si on va faire ci, on va faire là. C'est comme ça. Mais moi, je ne l'ai pas vu, ça. Non, moi non plus, maintenant, je l'ai pas vu. Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, pour moi, excuse-moi, j'en donne la parole, mais je pense qu'il y a aussi un rôle de l'État d'essayer de diviser un peu les choses et de trouver, parce qu'ils ont besoin de personnes, là où c'est embêtant, et comme disait Philippe, oui, le peuple c'est nous, mais nous, le peuple, nous avons élu des représentants, des personnes qui représentent le peuple.
Et les représentants du peuple aujourd'hui ne sont plus là. Comme les représentants, je vais revenir tout à l'heure aussi, les représentants dans les entreprises ne sont pas là. Et les représentants du peuple, c'est-à-dire tous les partis politiques, aujourd'hui, il y a un vide sidéral, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Donc automatiquement, aujourd'hui, on a besoin, ils ont besoin, pour essayer de se crédibiliser, d'avoir des représentants. Ils n'appellent pas ça des leaders, ils appellent ça des porte-paroles. J'ai écouté Françoise Dumas hier matin sur France Bleu Gardeur. C'est une catastrophe. Mais oui, non mais bon, mais c'est une horreur. Si tu choisis Françoise Dumas, écoute, nous l'avons entendu. Alors, que devient par exemple Collard, que devient Célier, que devient Chapelier, Gaillard et Bertha, on ne les entend pas. Parce qu'on pourrait leur dire, parce que comme ils ont tous été plus ou moins au gouvernement, à gauche, à droite, au centre, on peut leur dire, ok, vous parlez, mais qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez au gouvernement? Qu'est-ce que vous avez fait? Non mais il y a 30 ans, il y a 30 ans de crise. Vous avez 30 ans de crise, qu'est-ce que vous avez fait? Nous allons demander à Vincent son avis. Alors on a entendu Annie Chapelier ce matin sur France Bleu aussi, qui n'avait pas d'ailleurs le même discours que Françoise Dumas. Mais il est sûr, moi je suis d'accord avec Philippe, que la situation elle est potentiellement très dangereuse et qu'on voit partout dans le monde des dérives autoritaires ou fascistes qui naissent de cette situation de crise politique. Mais on paye aussi le fait que on a relayé pendant des années des discours anti-partis, anti-syndicats, et pourtant les syndicalistes dans les boîtes, dans les entreprises, dans la fonction publique, il y en a beaucoup qui font du boulot et qui sont présents au quotidien. Il y a quand même un problème au niveau des syndicats. La représentativité des syndicats au niveau des entreprises, ça chute de plus en plus. Il y a quand même un gros problème de représentativité. Il faut le reconnaître. Le discours sur lequel Macron d'ailleurs s'est fait élire, où c'est moi et le peuple, bon, au bout d'un moment, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Et la crise politique, il la prend en pleine figure 18 mois après son élection. Et en plus, son mouvement n'existe pas dans la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation d'en marche dans la réalité des territoires. Et donc, il n'y a pas de débat politique qui s'instaure. À plusieurs reprises, on a essayé de provoquer les débats avec les députés En Marche. Rien. On ne les voit pas, ils sont absents. Et donc, on a un mouvement qui s'est créé de façon artificielle, qui a gagné d'ailleurs sur un malentendu. À un moment donné, il a porté certaines valeurs de renouveau. En fait, c'est pas un renouveau, on le voit tout de suite. Il a gagné par rapport au fait qu'il y avait personne. Au deuxième tour des présidentielles, il y avait soit lui, soit il est élu avec une petite minorité de. Ouais, mais il y a 400 députés à la sortie. Il y a 400 députés à la sortie, mais 50%, il y a eu 50% d'abstention. Eh oui, la crise démocratique, elle existe. Elle existe à Évry, 18% de votants à Évry. Et là, elle va exister aussi cette crise. Et elle favorise les abstentions ou l'extrême droite, ce qui se passe maintenant, que ce soit pour les européennes ou pour les municipales. Alors là, il y a eu un changement aussi chez les Gilets jaunes, outre les querelles entre eux, mais dans les mots d'ordre qui sont portés, on se concentre beaucoup sur la question sociale aujourd'hui. C'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question des salaires, c'est la question... Voilà. Donc ça, moi, ça m'intéresse, je comporte depuis longtemps. Toutes les propositions, pour moi, ne sont pas acceptables, mais sur la question du pouvoir d'achat, des salaires, des pensions, etc., et de la vie, quoi. Les gens, ils veulent vivre. Voilà. Que propose le Parti communiste justement sur l'augmentation des salaires? Nous, on dit qu'il faut un plan d'urgence, alors on le propose depuis longtemps, mais il faut, outre le moratoire qui va se faire, mais ça ne suffira pas, il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter les salaires. Parce que aujourd'hui, avec 1 150 € par mois, on ne peut pas vivre, aujourd'hui, mais comme avant d'ailleurs, Philippe a raison, c'est pas nouveau comme sujet. Et en plus des gens qui vivent au SMIC, vous avez tous les gens qui sont en précarité, qui sont au RSA, et ça, c'est des millions de personnes. On a plus de 6 millions ou 7 millions maintenant de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Et dans le même temps, on voit des gens à qui on fait des cadeaux fiscaux et qui s'enrichissent et qui s'enrichissent. Donc le sentiment d'injustice, il devient extrêmement fort et les gens ont un sentiment qu'on leur a confisqué le pouvoir et qu'ils ont... La première mesure que fait Macron quand il arrive, c'est qu'il supprime l'ISF. Oui, mais enfin, avant de dire, moi ce qui m'énerve, c'est d'entendre à chaque fois, il faut augmenter, parce que je ne m'énerve pas là, je veux dire, à chaque fois, c'est d'entendre, il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter ci, il faut augmenter... Mais avant de faire ça, moi je dirais, il faut diminuer ça, parce que diminuer les charges, par exemple, patronales. Oui, alors donc avant d'augmenter, il faut diminuer les choses. Moi, j'aimerais qu'un parti me dise, là,
je vais baisser de ça. Là, je vais baisser de ça. Et quand j'aurai gagné de l'argent, j'augmenterai le SMIC. C'est comme ça que je veux entendre. Et pas, je vais, parce que les promesses. Donc, ensuite, moi, je trouve que c'est électoraliste, les promesses. Moi, je veux dire, je vais prendre l'argent là, et après, je montrerai. Les derniers mots sur les gilets jaunes par Philippe. Pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est pas, on va pas augmenter le pouvoir d'achat dans les 2 mois, hein. Croire ça, alors, s'il faut leur mouvement jusqu'à temps que leur pouvoir d'achat soit augmenté, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a eu une proposition ce matin de Xavier Bertrand, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Il disait, moi, c'est pas con. D'ailleurs, ça a été repris après par d'autres. Il disait, les chefs d'entreprise, il faudrait avoir 2 primes annuelles de 500 € aux vacances et à Noël, mais hors charge, pas chargé, et hors retraite. Hors retraite, ça serait une prime. Ça serait vraiment une prime de pouvoir d'achat. Et finalement, on s'y retrouverait parce que ça engendrerait de la TVA et l'État s'y retrouverait par la TVA qui récupérerait sur les 500. Voilà. Sur la consommation. Mais il y a des choses, ça me paraît quelque chose d'assez intelligent. Mais sur le reste, moi je suis, j'ai la trouille, hein, moi, de ce qui se passe. J'ai la trouille de ce qui se passe. Dernier mot. Ce que disait Dédé par rapport à ça, l'augmentation du SMIC, c'est une belle chose, c'est une belle potentiellement, mais ce sont les entreprises qui doivent baisser les charges patronales également. Voilà, donc c'est baisser les charges patronales pour que il puisse y avoir ce partage, parce que augmenter le SMIC pour mettre un couteau sous la gorge au niveau des entreprises, c'est dans la foulée réduction des effectifs et augmentation du chômage. Évidemment, le problème il est global, c'est-à-dire qu'il faut savoir où on prend l'argent. Vous avez aujourd'hui entre les exonérations de charges et le CICE, en 2019, ça va représenter 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros. Le CICE n'a eu aucun impact sur l'emploi parce que, en fait, ce sont des aides qui sont dirigées quasiment exclusivement sur les grosses boîtes. Que les petits entrepreneurs, que les petites entreprises soient aidés pour leur activité, ça se discute et il faut trouver les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, c'est les grosses boîtes et les actionnaires. Ça se discute même pas, c'est une des solutions, sans c'est doute. même pas une discussion. Mais c'est les actionnaires aujourd'hui qui se gavent, c'est la finance qui est à l'échelle française et l'évasion fiscale. Et l'évasion fiscale. Moi, je répéterai à chaque fois, c'est qu'il faut faire des économies sur les dépenses de l'État. Ça, c'est très important. Alors, il ne faut pas diminuer les fonctionnaires. Le nombre de fonctionnaires, ça c'est une connerie, c'est un leurre. Il faut diminuer les privilèges de la fonction publique, des hauts fonctionnaires, des élus. C'est là que ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est rien. Vous avez été à l'Éducation nationale, vous êtes à l'Éducation nationale. Bon, vous savez que chez les hauts fonctionnaires des ministères, moi j'ai été au ministère de l'Intérieur, je sais ce que c'est. Il y a du gaspillage d'argent et des privilèges de l'époque monarchique. Je veux dire, c'est les mêmes avec chauffeur, s'il est là. Dans les collectivités, voilà, c'est là qu'on fait des économies. Sur le département, quand on voit des chambres de commerce, des chambres des métiers, des chambres d'agriculture, des compétences du conseil départemental, quand on voit dans ces 4 organismes, des fois, il y a des mutualisations qui peuvent se faire. Peut-être, mais c'est certain. Sur le département, par exemple, qui est financièrement en grande difficulté, parce que quand on transfère le RSA et quand on est dans un département pauvre, c'est le département qui doit payer. Ouais. Sauf qu'on a transféré des compétences aux collectivités sans leur donner les financements qui correspondent. Et donc dans les endroits qui sont en difficulté, où il y a beaucoup de personnes au RSA, on a des départements qui sont obligés de contracter leur action. Mais moi j'entends sur les hauts fonctionnaires, mais à mon avis, ça suffira pas. Ça fait déjà pas mal. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Je pense qu'il vaut mieux aller regarder et taxer les dividendes, parce qu'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va retrouver pour faire la transition, parce que j'imagine qu'on va parler de Nîmes. Oui. Mais ici, pourquoi des commerces ferment en centre-ville, des chaînes? Parce qu'on leur demande de tels taux de rentabilité qu'au bout d'un moment, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Peut-être aussi les propriétaires baisser les loyers aussi. Ouais, il y a les loyers et il y a les taux de rentabilité. Bien. Allez, nous concluons sur les gilets jaunes. Le Parti communiste, et parlons de continuons sur les gilets jaunes. Non, nous arrêtons. Nous concluons, j'ai dit, M. Roata. Le Parti communiste est à l'initiative de cet appel qui a réuni 170 signatures. 162. 170, moi j'ai dit, bien fait. Ça a augmenté depuis. Selon la police ou selon le parti. À Nîmes, afin de rassembler les forces de gauche, Alain Fabre-Pujol avait dit qu'il quittait l'appel. Finalement, il maintient sa signature. Manquait aussi un ex et non des moindres, Jean-Paul Boré. Alors, qu'est-ce qui se passe à 18 mois des élections?
Vincent. Alors déjà, l'appel, il n'est pas une initiative du Parti communiste. Il est que dans cette ville, les élus communistes, d'autres, des militants, ont entendu cette volonté de rassemblement pour tourner la page de la gestion de droite qui dure maintenant depuis 17 ans et qui fera 19 ans au final. Donc on s'est dit, il faut partir de quelque chose et on a voulu tenter, et on tient à ça, une construction qui soit une construction citoyenne. Et donc nous avons mis en place, nous avons rédigé un texte que nous proposons à la signature à tous ceux qui veulent le signer. Ce texte, il a un contour politique et un contenu qui est assez précis. Voilà. À partir du moment où l'appel est sorti avec les 162 au départ, aujourd'hui on est peut-être à 170 ou 175, l'appel il appartient à tout le monde. Et on construit ensemble à partir de cette base-là. Une force de gauche. Une force de gauche, une force citoyenne et politique. Il ne s'agit pas de recommencer les anciennes formules qui ont pu marcher en leur temps, l'union de la gauche d'un côté, la gauche plurielle de l'autre. Ça, c'était des périodes politiques qui aujourd'hui sont peut-être dépassées. Mais il s'agit de prendre en compte les aspirations à la construction citoyenne, à la solidarité, à l'écologie qui existe chez tout le peuple de gauche. Et on s'est dit, pour se rassembler, au lieu de se mettre, nous, partis politiques, autour d'une table et essayer de disputer le bout de gras, il faut qu'on fasse monter ça dans la population, ce qui existe déjà, mais il faut le matérialiser. Et la première réunion qu'on a tenue samedi, où il y avait 90 personnes, des gens qui avaient signé l'appel, d'autres pas encore, on a vu cette volonté-là, et un collectif d'animation s'est mis en place, dans lesquels des citoyens qui ne sont pas engagés politiquement prennent toute leur place pour construire ça à partir Et dans ta question, Patrick, tu as oublié quelqu'un, dans ta question, et le Parti Socialiste, là-dedans, il est où? Alors, je l'ai dit, moi, c'est un appel qui est destiné à des acteurs, des citoyens, qu'ils soient engagés politiquement ou non. Pour répondre sur Alain Fabre-Pujol, donc il a maintenu sa signature. Il est plus socialiste, il est quoi, lui? Il est plus depuis longtemps, ça fait 7 ou 8 ans. Ouais. Il est plus... à gauche. Il est à gauche. Il n'a pas d'engagement politique. Enfin, il n'a pas de carte dans un parti. Il est à gauche. Donc il est ouvert. Le Parti Socialiste, il y a des militants socialistes qui l'ont signé, des responsables socialistes qui l'ont signé. D'autres non, peut-être que d'autres viendront. Mais encore une fois, moi je crois vraiment que c'est dans le peuple de gauche au sens large qu'on va trouver les ressources pour éviter de retomber dans des négociations d'appareils politiques qui apparaissent... Et le peuple de gauche, le Parti Socialiste n'est plus dans le peuple de gauche? Ah ben, les militants socialistes, certains se considèrent comme... Et Jérôme Puech, c'est ça, pourquoi ils sont Jérôme pas Puech était à la réunion samedi matin. D'accord. Il est signataire? Il n'est pas encore signataire parce que dans son organisation... visiblement ça a été mal compris, donc ils doivent en reparler, mais d'autres militants socialistes comme Laurent Thomas, qui est responsable d'une section socialiste, a signé ce texte-là, Jean-François Coumel, d'autres militants socialistes, voilà. Mais encore une fois, c'est pas un appel de partis. Les partis vont jouer leur rôle, mais c'est l'irruption citoyenne dans cette ville. Et tu n'as pas répondu à ma question concernant Jean-Paul Boré. Et une autre question, par exemple, nous avions posé la question à François Séguy, qui nous avait dit, nous, pour le moment, c'est pas notre souci, nous verrons un peu plus tard. Il avait botté un petit peu en touche. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une entente avec les Insoumis, et est-ce qu'il peut y avoir une entente avec le parti de Jean-Paul Boré? Alors, bon, pour Jean-Paul Boré, moi je réponds tranquillement. Si Jean-Paul Boré veut signer l'appel, il est ouvert. Donc il n'y a pas de souci. Mais les dernières positions publiques de Jean-Paul étaient plutôt, on fait et de droite et de gauche, et on peut tous se mettre ensemble. C'est un rassemblement plus en marche. Donc c'était une forme d'en marche. C'était sur une autre posture politique. Moi je ne crois pas à ça. Mais... Donc il y a quand même le vrai problème, à mon sens, à gauche, à Nîmes. Je rappellerai quand même que Jean-Luc Mélenchon a fait 24% des voix à Nîmes aux élections présidentielles. Donc la grande inconnue aujourd'hui et finalement la grande surprise, c'est ce que vous avez dit, Séguy. Les municipales, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Ah bon? C'est pas intéressant, les municipales à Nîmes. Bon, que vont faire les Insoumis aux municipales à Nîmes? C'est quand même une vraie question. Actuellement, on les entend pas, ils bougent pas. Bon, on est encore à 18 mois, on a le temps de bouger. Et je veux dire que
La stratégie d'union, on voit bien comment Jean-Luc Mélenchon même a traité sa candidate à Évry, qui a été largement battue, en disant c'est parce qu'il y avait peut-être la gauche unie ou semi-unie qu'elle a perdu. Bon, enfin, des choses de ce jour-là. On est quand même là on est dans le grand brouillard. Il faut rappeler qu'aux législatives de 2017, les partisans de Jean-Luc Mélenchon avaient parié sur la mort en refusant de présenter des candidatures communes. Résultat. Oui, non, mais c'est bon. Par rapport au Parti communiste. Donc, Donc, les Insoumis, c'est un bloc important sur la composition de la gauche nîmoise. Et si elle n'est pas dedans, on ira dans le mur. Et le danger qu'on a à Nîmes, moi j'en ai parlé avec plusieurs, avec beaucoup de gens, hein, c'est que s'il y a une quadrangulaire à Nîmes, et là, on y va, la quadrangulaire, en ce moment on y va, c'est le Front National qui peut gagner la municipalité. On en est là à Nîmes. Alors c'est un autre danger, c'est pas le même que les gilets jaunes, je sais pas dans quoi d'ailleurs ils vont... que gilet. Oh, bah, gilet. Mais on est donc sur un terrain qui est... alors moi le reproche que je ferais au PC aussi, au PC local, hein, c'est que on n'entend pas de proposition alternative de la part ou des élus ou du parti en lui-même sur la politique municipale nîmoise. On entend, c'est toujours contre, on est contre, bon, conservatoire, c'est scandaleux, oui, c'est scandaleux le conservatoire, mais on n'entend pas de choses contradictoires. C'est Catherine Bernier-Boissard qui les a fait, les propositions contradictoires à l'éco-mini, ça devait, bon, mais il y a un retrait, on regarde la vie municipale comme les vaches regardent passer les trains, quoi. Alors qu'on est sur des terrains où on peut parler, hein. On va laisser Vincent te répondre. Alors, sur la question des Insoumis, évidemment, nous, on a proposé, et d'ailleurs, des gens qui sont engagés chez les Insoumis ont signé. Ce que je redis, c'est pas un appel où on fait signer les partis politiques. Donc, on espère, évidemment, et on va travailler, on va tout faire pour rassembler tout le monde, et je pense que, et le contenu de ce qui est écrit dans le texte, et la démarche qu'on engage, peut être de nature à rassembler. Sur la politique municipale, alors, Philippe un peu sévère parce que on nous entend pas forcément toujours, mais c'est pas pour autant qu'on fait rien ni qu'on parle pas. Et on a déjà, on s'est beaucoup exprimé par exemple sur la question des transports, sur les bus. On était à l'origine avec d'autres, hein, mais les communistes ont pris plus que largement leur part. Quand les tarifs des transports ont augmenté, on a fait des propositions à ce moment-là sur une politique tarifaire des transports en commun. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut poser en débat politique dans la ville la question de la gratuité des transports en commun. On a proposé aussi l'augmentation des amplitudes horaires. Sachant qu'ils ont pas mal baissé là, les tarifs. Et l'augmentation n'a pas été aussi forte que prévu, grâce à la mobilisation. Non, ça a baissé quand même. On ne peut pas parler d'augmentation. C'est pas encore c'est toi qui en avais parlé, Patrick, pour les personnes âgées, les handicapés, il y a encore un effort à faire. C'était gratuit. Mais là, avec la nouvelle c'était gratuit. Avec la nouvelle délégation, non, c'était c'est le coût de la délégation. C'était gratuit il y a quelques années. Mais ça n'a pas été reporté. Mais là actuellement, c'était pas gratuit. Actuellement, c'est pas gratuit. Voilà, avec Tango, là, c'était pas gratuit. Et la nouvelle délégation a fait baisser les choses. Donc c'est pas une question d'augmentation. Donc il faut. Mais les tarifs on a réussi à limiter. Donc on a fait des propositions. On a fait des propositions sur la question culturelle parce qu'il n'y a pas de politique culturelle à Nîmes, et donc Denis Lannoy travaille ça, et Sylvette Fayet, le groupe qui est déjà en rassemblement, le groupe dans lequel nous sommes à la mairie, puisqu'on travaille avec François Segui, et Sylvette Fayet et François Segui travaillent très bien. Il y a aussi Jeannier Arnigui et Christian Bastide qui forment un groupe de rassemblement, et on voit que les positions d'ailleurs des élus quand ils sont en situation de travailler sur les dossiers se rejoignent. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, il ne faut pas que des tactiques politiciennes viennent stopper l'élan unitaire qui existe à gauche aujourd'hui dans la vie chez le peuple de gauche. Heureusement, parce que quand on voit, par exemple, ce matin, je lisais dans l'Objectif Gare que Sylvette Fayet, c'est un nom qui revient, ça fait 3 fois que je l'entends. Et pourquoi pas elle, c'est-à-dire celle qui est avec Bastide en duo, c'est-à-dire un malcoureur. Pourquoi pas elle, pour tête de liste, pourquoi pas elle. Alors, ça me fait quand même, ça me fait doucement rigoler, parce que quand même en matière d'union,
Moi, le PC, j'ai souvent aussi les boules, parce que les dernières cantonales, le PC était contre l'union avec les socialistes. On va pas s'allier avec des gens, un parti qui diminue les subventions aux collectivités territoriales. Alors, pas d'alliance, pas d'alliance, pas d'alliance. Ce qui fait que sur le canton où Jean-Paul Boré était largement en tête, on nous a mis Sylvette Fayet. Sylvette Fayet s'est maintenue, parce qu'elle a fait plus de 10, et on a perdu le canton. Et on a fait élire Tiberino. Au second tour. Oui. Mais bon, mais je veux dire que moi, ça, je l'ai en tête. Ça, je l'ai en tête parce que je l'ai très mal vécu. Parce que, je l'ai très mal vécu. Et on a failli perdre le Conseil général. Mais ça, le PC, on n'avait rien à foutre, de toute manière. On a failli perdre le Conseil général. Et on l'a gagné. Pourquoi? Parce que Bastide, allié avec un malcouvreur, mais Bastide, il n'était pas en odeur de sainteté à l'époque. Alors on l'a laissé faire. On l'a laissé faire. On a failli perdre le Conseil général. Non, moi je dis, on a failli gagner. Oui, bon. Non mais d'accord. Mais je veux dire, le Conseil général à gauche, c'est quand même quelque chose quand on sait qu'il y a une politique sociale qui fait 55% ou 60% du budget du Conseil général. C'est pas rien, c'était pas rien. On était quand même à gauche, là, avec un Conseil général, même s'il est à direction socialiste. Bon Dieu. Et aujourd'hui, ça y est, aujourd'hui c'est l'union avec tout le monde. Et justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'entends moi, ça me fait doucement rigoler. Ségui, Bastide, j'entends beaucoup de noms comme ça, mais qui va en sortir, justement? Qui pourrait être tête de liste? Qui pourrait être tête de liste, à la limite? Il y avait quoi? Attends, non mais c'est important de savoir qui est-ce qui sort de là-dedans. Qui est-ce qui sort? On le verra, ils verront. Toutes ces réunions, toutes ces signatures, c'est bien, mais pour arriver à quoi au bout de la pyramide? Mais moi, après, je pense qu'on n'en est pas à la question de la tête de liste, on le voit, la crise démocratique, on ne peut pas dire d'un côté qu'il y a une crise démocratique et politique, et continuer à faire comme si tout le monde devait se ranger derrière une personne ou derrière un parti. Au final, oui. Ce sont les mêmes propos que nous a tenus François Ségui. Je suis souvent d'accord avec François Ségui quand même. Je n'ai pas de souci avec François Ségui, mais la question aujourd'hui, je crois moi, que les Nîmois doivent se réapproprier la ville, qui pour moi a été confisquée, et confisquée par une équipe qui n'écoute pas beaucoup ce qui se passe dans la vraie vie de la ville, et confisquée par les promoteurs immobiliers en matière de logement, et donc ils doivent se la réapproprier. C'est leur regard à eux qui doivent... Et donc ils ne doivent pas simplement être des spectateurs de ce qu'on va faire, ils doivent être des acteurs. Il ne s'agit pas simplement d'entendre les gens, il s'agit qu'ils prennent toutes leurs responsabilités maintenant. Et qu'ils prennent leurs responsabilités, y compris, parce que si on veut porter ça comme programme municipal, en disant on veut faire la ville ensemble, on doit le faire aussi en amont de ça. C'est-à-dire que l'intervention, et je pense que moi, parmi les signataires qui vont, et ça va s'agrandir, aujourd'hui, il faut que des groupes de travail se mettent en place pour penser la ville. Il ne s'agit pas de faire un programme, parce que je pense que la question des programmes et la question des têtes de liste, c'est pas d'actualité. Il s'agit de penser la ville, la ville et l'agglo. Donc on est à 18 mois. Si on attaque ce travail-là, si on ne le fait pas, ce travail-là, de penser une nouvelle façon de construire et de gérer la ville, de toute façon, vous pourrez mettre n'importe qui, il n'y a rien qui changera et on aura des difficultés à gagner. Je rejoins Philippe par contre, parce qu'il a tout à fait raison. S'il n'y a pas de rassemblement aujourd'hui, et on est dans une autre période que pour les cantonales, je ne partage pas forcément tout le diagnostic que fait Philippe, mais aujourd'hui, en tous les cas, tout le monde se retrouve là-dessus. S'il n'y a pas de rassemblement, un front populaire et citoyen, nous on l'appelait comme ça, un front populaire et citoyen, le risque, c'est que dans le cadre d'une quadrangulaire, on ait affaire à l'extrême droite qui peut surgir comme partout quand ça va mal et qui peut être en situation de force. Donc moi j'appelle aussi, et on le dit très clairement dans l'appel, à la responsabilité de chacun. Mais parmi les citoyens, après on peut parler des personnalités politiques qui disent des choses, etc. Mais chez les citoyens, chez le peuple de gauche, ça c'est quelque chose qui est très partagé. D'accord, mais alors tu parles de personnes, tu parles un peu de l'aspect, parce que ça c'est aussi très communiste, ou de gauche, de l'aspect, attention, si vous ne tenez pas bien, le Front National arrive, mais alors en 2020, qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire que là, tu es en train de parler de réflexion, tu disais, mais c'est pas encore l'aspect programme, mais moi j'aimerais savoir un peu en amont, quel est votre programme? C'est-à-dire qu'après 2020, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes élu? Qu'est-ce que vous allez faire à Nîmes? L'appel qui est donné, il a certains éléments qui ne sont pas des éléments programmatiques, mais quelques axes qui sont des axes forts. On parle d'impératifs écologiques. Aujourd'hui, on ne peut plus construire une agglo sans penser à ça.
Nous voulons revitaliser nos quartiers, tous les quartiers périphériques, les grands quartiers populaires sur lesquels il y a énormément de travail à faire, et beaucoup de problèmes et de difficultés, mais aussi tous les quartiers, parce qu'on a fait un centre-ville qui est magnifique. Le centre-ville de Nîmes est magnifique. Les aménagements urbains sont de très grande qualité. Mais aujourd'hui, on a concentré les efforts sur ça, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui intéresse ceux qui sont à la gestion de la ville, c'est le regard extérieur qu'on porte sur la ville. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le regard des Nîmes. Pissevin, chemin bas, c'est quoi? Comment vous voyez les choses sur des quartiers qui sont aujourd'hui sinistrés? Mais les HLM sont gérés par le département. Oui, mais le problème, c'est que le foncier, c'est pas la ville, c'est pas le département. Pour construire des logements sociaux, il en faut beaucoup, parce que la population nîmoise est une population. Mais la gestion des HLM, tout ça, c'est le département. Donc, bien sûr. C'est la ville. Et c'est pour ça qu'il faut conforter les organismes HLM quand la loi Elan, qui est prise aujourd'hui par la majorité En Marche, est en train de les détruire. Donc, il va falloir du logement social, mais la ville en fait pas beaucoup, et les projets immobiliers qui naissent, notamment dans le centre-ville, c'est des projets de standing que pas grand monde peut se payer en ville. Il faut du logement social. Ouais. Ma question, avant que Dédé me coupe, c'était justement ces logements sociaux qui existent et ces quartiers qui sont un peu des quartiers à difficulté, quelles sont votre vision? Comment c'est les problématiques de Pissevin, du chemin bas, on les connaît tous, qui sont quasiment des zones de non-droit. De Nîmes-Ouest. De Nîmes-Ouest, oui, tout à fait. Aujourd'hui... on n'est plus dans la politique du logement. Là. Comment tu les vois? Oui, non, mais c'est aussi d'urbanisme global. Sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Moi, je crois qu'il faut qu'on donne confiance. Il y a des gens qui font plein de choses qui sont formidables. Dans le tissu associatif, et cela, il faut qu'on arrive à les conforter, à les écouter et à travailler avec la population. Aujourd'hui, il y a des programmes qui sont souvent... Alors, il y a beaucoup de moyens qui doivent être mis sur ces quartiers-là. Et d'ailleurs, franchement, vu l'étendue du travail qu'il y a à faire, de rénovation, de la voirie et tout ça, franchement, c'est scandaleux de laisser vivre des populations dans des situations pareilles, quand même. Ils sont tous les deux dans l'ANRU, quand même. Donc, l'ANRU va venir, mais les moyens diminuent. D'accord, mais bon... avoir ces deux quartiers-là dans l'ANRU, moi je suis pas toujours tendre avec la municipalité, mais ça a quand même été une bonne chose que ces deux, parce que l'ANRU, moi je connais, j'ai été directeur de la politique de la ville, je sais comment les crédits sont répartis, c'est avoir deux quartiers difficiles, très difficiles, tous les deux classés dans l'ANRU comme les plus compliqués de France, c'est quand même à mettre à l'actif au moins de ceux qu'on œuvrait pour que ça y soit, c'est-à-dire l'aglo ou la mairie. Il y a un truc qui m'a choqué sans faire de politique, c'est qu'on disait Saint-Gilles, 17 000 habitants, la ZUP, 17 000 habitants, mais par contre le budget de Saint-Gilles est beaucoup plus élevé que le budget qu'on accorde à... c'est vrai que c'est un peu... Non mais je veux dire que ça peut choquer. C'est vrai que la situation, notamment de ces deux quartiers, Pissevin et Val-de-Gour, c'est une situation assez exceptionnelle en France. C'est-à-dire qu'on a en réalité deux villes. Oui, 18 000 habitants qui ne sont pas tout à fait connectées au centre-ville. Et on a un problème d'urbanisme qui n'était pas forcément mal pensé au départ, ces quartiers d'ailleurs. Mais aujourd'hui, ça pose un souci avec la paupérisation. Mais il y a des initiatives qui existent. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire une émission, mais allez-y, allez au spot. C'est prévu. C'est prévu, allez au spot. Et vous allez voir comment se travaille la question des tiers-lieux, la question de l'économie coopérative. Et ça marche beaucoup dans plein d'endroits. Le spot, c'est en centre-ville, c'est oui, mais on va Frédéric. Mais dans des quartiers dans un quartier très populaire. Richelieu, c'est pas Pissevin. Ils travaillent sur Richelieu. C'est populaire. Pas loin du Mont du Plan. Quoi qu'il en soit, nous irons faire une émission. Allez voir ce qui se passe et les initiatives qui sont prises. Aujourd'hui, à mon avis, il y a d'autres choses qui peuvent être prises. Mais cette idée de parce que c'est ça qu'ils font, réappropriation des lieux, projets culturels, projets associatifs, etc. Et c'est pas plus facile. Et le spot travaille sans aucune aide municipale. Dans des zones. Mais je pense que ce modèle-là, et des gens qui sont porteurs d'initiatives, il y en a partout. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit... Moi j'ai deux questions à poser, ensuite les questions qui dérangent, je vais les appeler, je les poserai tout à l'heure. Oui. Nous allons clôturer. Qu'est-ce que tu voulais dire, Dédé? Oui, moi je voulais juste faire un appel, je regarde la caméra, juste faire un appel à tous les gens qui utilisent Facebook.
au sujet de la police. Oui. C'est très important, parce que bon, c'était mon ancien métier. Arrêtez de croire et de vous faire manipuler par tout ce qui se dit, sur Facebook. J'ai vu l'autre fois, j'ai eu un discours, j'ai eu un débat sur Facebook avec quelqu'un sur des soi-disant policiers casseurs. Alors ça me fait rigoler, mais alors, arrêtez, on voit 3 personnes marcher avec un sac à dos, ils sont déguisés en casseurs. Moi j'aimerais bien avoir une panoplie de casseurs, je sais pas ce que c'est. Allez, Philippe, il y a toujours eu des le mot de la fin, s'il te plaît, Philippe, le tien. Le mot de la fin, mais c'est, je vais pas être tendre ou gentil avec Vincent, et j'ai pas envie d'être méchant avec lui, mais c'est que bon, j'ai suivi le congrès du PC, comme un certain nombre de citoyens, et finalement, quand on voit le poids aujourd'hui des communistes dans les sondages, bon, c'est pas brillantissime, hein, et à la sortie, il y a 3 lignes. Voilà, j'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça au PC, j'y suis plus militant, mais il y a 3 lignes, c'est-à-dire, il y a une ligne pro-Alliance Mélenchon, une ligne ou pas d'alliance avec Mélenchon, puis il y a une ligne, celle d'Elsa Faucillon, avec laquelle j'aurais été avec elle si j'y avais encore été, qui est une ligne beaucoup plus ouverte. Voilà. Bon. Donc, la question que j'avais envie de poser à Vincent Bouget, c'est celle-là. C'est quoi être encore communiste aujourd'hui? C'est quoi être encore communiste? Être membre du PC, militer, c'est quoi? Pour faire quoi? Parce que, et quelle différence finalement entre le programme du PC et celui de Mélenchon? Celui de Mélenchon, il est sur mon bureau, je l'ai lu encore hier après-midi. D'ailleurs, Mélenchon dit il dit à juste titre que les revendications aujourd'hui qui sont en train de s'élargir des Gilets jaunes, c'est le programme de Mélenchon. Hein. Mais c'est des gens qui n'ont pas voté, c'est des gens qui n'ont jamais voté, qui n'ont jamais... Voilà, bon, là il y a quelque chose qui colle pas là-dedans. Le programme de Jean-Luc, on a soutenu Jean-Luc Mélenchon, et moi j'étais partisan de le faire, la dernière présidentielle, ce qui veut dire que sur les questions de programme... on n'est pas très éloigné. La question d'être communiste, c'est une vraie question. On se la pose depuis longtemps, on se l'est posée dans le dernier congrès. Je ne suis pas sûr qu'on ait apporté toutes les réponses dans ce dernier congrès. Aujourd'hui, la question du communisme, c'est la question démocratique pour moi. Hein. C'est-à-dire que la démocratie comme but et comme moyen. Voilà. Et que ça soit dans la production, que ça soit dans la ville, sur des biens communs. Comment on redonne le pouvoir aux citoyens? Aujourd'hui, ce pouvoir, il est confisqué. Voilà. Donc, je pense que sur plein d'aspects, on se rejoint avec Jean-Luc Mélenchon. Et moi, qui suis partisan d'un front populaire et citoyen à l'échelle locale comme à l'échelle nationale, je considère que le peuple de gauche peut se retrouver là-dessus. Nous posons la question de la propriété. C'est la raison pour laquelle, quand je t'ai présenté en tant que rénovateur. J'ai bien insisté, et je le pense. Je pense que tu peux faire des choses. Franchement. Voilà. Donc, alors, attends, non, on va conclure. Alors, juste pour poursuivre ce que tu disais sur on n'a plus le temps. Est-ce que tu ne penses pas que le fait de vous être séparé de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que vous aviez peur de ne plus exister? Mais chez les communistes, il y a toujours cette peur-là. Moi, je crois qu'on ne se proclame pas. Quoi. Il ne s'agit pas de se dire, juste se dire. Les gens doivent nous percevoir pour ce qu'on est. Et donc, il ne s'agit pas de se différencier pour exister. Voilà. Donc, bien. Moi, j'ai 2 questions qui dérangent pas. Enfin. Pourquoi le Parti communiste n'arrive-t-il pas à franchir la barre des 2%? Et est-ce à cause des vieilles méthodes communistes? Et la deuxième question, quels sont les points forts de Jean-Paul Fournier et de Yvan Lato? Sur la première question, c'est une question qu'on s'est posée. Moi, je crois que l'affaiblissement électoral du Parti communiste, il a plusieurs causes. Il vient de loin. Il vient de ce qu'on paye sur l'image des pays de l'Est, oui, voilà, que je considère évidemment pas du tout comme modèle, au contraire. Mais il vient aussi d'expériences gouvernementales qui n'ont pas forcément été bien gérées. Il vient... Mais surtout, je pense qu'on n'arrive plus aujourd'hui, c'est la question que pose Philippe, et qui se pose bon nombre de gens qui se retrouvent quand même assez proches de ces valeurs-là. Qu'est-ce que c'est qu'être communiste aujourd'hui? Et je pense que moi, personnellement, on a changé de secrétaire national et on s'est créé un logo. Je pense que si on ne répond pas à cette question de qu'est-ce que c'est être communiste, de toute façon, on pourra avoir n'importe quelle tête et n'importe quel logo, ça marchera. Est-ce que c'est pas le mot communiste qu'il faudrait changer? Je pense que le mot du commun
aujourd'hui, il est plus que d'actualité. Ouais, mais communiste, C'est ça pas fait l'image un peu- de l'ancien communiste ça fait un de peu- Paul Stop, stop. Philippe, merci de tes questions, d'être venu. Toi aussi, Dédé. Concernant les points forts de Yvan Ah Lachaud oui, et Jean-Paul Sarnier, Très important. Ils sont longs, je pense. Moi, j'ai pas de problème. Pour moi, la politique, c'est pas une question de personne. Moi, je ne juge pas les personnes. Je suis pas partisan de dire il y a des gens qui sont de bonne volonté, qui sont intelligents, et des gens qui sont. Voilà, j'ai des adversaires politiques que je respecte en tant qu'individu et en tant qu'homme. Si j'ai des différences, c'est des différences politiques. Je peux être ami avec des gens de droite, etc. Ça me dérange La pas. preuve. les points forts. Donc, les points les points, je pense que Jean-Paul Fournier a une forme de fidélité à son histoire, à son passé, à son parti. Et moi, la question de la fidélité à ses convictions, c'est quelque chose que je trouve tout à fait honorable. Je pense que, à l'inverse, Yvan Lachaud peut se montrer parfois plus ouvert, mais peut-être a eu moins cette fidélité. Et Jean-Paul Fournier plus fermé. Donc je les oppose. Mais franchement, hein, qu'ils soient ensemble ou fâchés, la politique municipale et de l'agglo, c'est la même et elle est toujours pire pour les mineurs. Très bien. Merci à tous. Merci en tout cas, Vincent, d'être venu dans l'émission. Merci. Hein, puis on aura l'occasion de se revoir. Hein. J'espère. Oui. Merci Dédé. Toi aussi, Pierre. Bien sûr, le Grognard. Merci Benjamin Baron, notre caméraman. Merci à vous toutes et à vous tous. À très bientôt. Et puis restez-nous fidèles. Bye bye.